Nous allons passer maintenant à la table ronde numéro 2, qui porte comme intitulé Les territoires au cœur de la transition agroécologique. Donc tout d'abord, je me présente, j'aurai l'honneur d'animer cette table ronde. Donc Delphine Ducœur-Joly, je suis chargée de mission territoire à la Fédération nationale d'agriculture biologique. Donc ma mission, avec tout le réseau des groupements bio, départementaux et régionaux de France, c'est d'accompagner les collectivités locales qui souhaitent développer l'agriculture biologique sur leur territoire au travers de différents leviers d'action, de politique publique, et sur des champs thématiques très divers, puisque nos collectivités locales s'intéressent à la bio, soit pour rehausser la qualité de leurs repas servis dans les services de restauration. Ça peut être aussi pour des raisons de protection de la ressource en eau. Également des questions autour de la structuration des filières locales, d'ancrage territorial des filières, ou encore de déployer des outils de politique publique innovants comme les paiements pour services environnementaux. Donc à cette table ronde, vous aurez la chance d'entendre en fait 4 de nos territoires biopilotes. Donc en fait à la FNAB, on anime un réseau de territoires biopilotes où il y a une trentaine de collectivités locales qui se démarquent un peu des autres collectivités par des actions ambitieuses en matière de développement de l'agriculture biologique. Donc, seront présents pour cette table ronde, donc 4 de nos territoires. Donc, tout d'abord, on accueillera Jean-Luc Allais de Douaisis Agglo, qui est vice-président de Douaisis Agglo. Ensuite, nous aurons Mathilde Roussel, qui est vice-présidente en charge du projet alimentaire de territoire, de l'agriculture périurbaine et des circuits courts alimentaires pour la communauté d'agglomération de La Rochelle. Nous avons également Michel de Molder, qui est président de la collectivité Eau du bassin rennais. Et nous avons également Gilles Perrol, qui est là, maire adjoint de la ville de Mouans-Sartoux. Voilà, donc sans plus tarder, je vais leur laisser la parole à chacun, en commençant par Jean-Luc Allais, de Douaisis Agglo, qu'on a fait venir aujourd'hui pour nous parler d'un dispositif qui a été évoqué d'ailleurs ce matin par Benoît Biteau, donc les paiements pour services environnementaux. Donc voilà, aujourd'hui, il y a un certain nombre de collectivités locales qui souhaitent accompagner, soutenir le revenu des agriculteurs bio dans un contexte de menace, en fait, de déconversion de l'agriculture biologique dans les territoires. Et aujourd'hui, face au manquement finalement de la politique agricole commune, qui a vu les moyens diminuer pour le soutien à l'agriculture biologique, on a de plus en plus de collectivités territoriales qui souhaitent un peu pallier ce manque de soutien public au niveau national et européen par des dispositifs mis en place à l'échelle locale. Donc je vais laisser la parole à Jean-Luc Allais qui va nous expliquer déjà la politique locale en faveur de la bio sur Douaisis Agglo et puis voilà comment il appréhende en tout cas cette question des paiements pour services environnementaux en vue du soutien aux revenus des agriculteurs bio. Donc Jean-Luc Allais, c'est à vous pour 10 minutes. Merci. Douaisis Agglo, c'est dans le nord de la France, tout en haut, tout près de la frontière belge. Et on s'est engagé dans une politique de transition agricole et alimentaire depuis une vingtaine d'années, pour des raisons qui concernent tous les territoires. C'est pour des raisons environnementales, la qualité de l'air, la qualité de l'eau, la qualité de l'alimentation, la qualité des sols. C'est aussi pour des raisons plus économiques. On dépense des fortunes à purifier l'eau, à la rendre potable, alors que les agriculteurs, il ne faut quand même jamais l'oublier, utilisent des produits qui sont légaux. Ce sont des produits qui sont autorisés à la vente. Et derrière, c'est des sommes colossales que l'on va dépenser. C'est aussi sur le plan social, tout simplement, que l'agriculture bio, au moins en Hauts-de-France, permet de créer 3 fois plus d'emplois que l'agriculture traditionnelle. Donc un tas de raisons qui font qu'on s'est engagé dans le développement de l'agriculture biologique et on s'est engagé avec un accompagnement technique, financier, économique, humain auprès des agriculteurs pour les aider à se convertir. Et il faut travailler sur l'offre, côté production, mais aussi sur la demande. Évidemment, si les deux ne sont pas reconnectés, on ne va pas y arriver. Alors on peut prendre un tas d'exemples, je vais en prendre un seul. On a mis en place une aide à la conversion. Aujourd'hui, la période difficile pour un agriculteur en bio, ce sont les 2 premières années, parce qu'il est en conversion, justement, et il ne peut pas vendre au prix du produit bio. Donc on a mis une aide financière, 3 000 € pour le premier hectare, jusqu'à 16 000 € pour les 15 premiers hectares. Et donc ça lui permet, il les touche tout de suite. Donc les 2 premières années, il a déjà au moins cette aide-là qui est payée tout de suite. Ça c'est important aussi, parce qu'il y a d'autres aides qui arrivent après, pour pouvoir passer le cap difficile. Un autre exemple qu'on a mis en place qui était extrêmement efficace, c'est la zone test.
on a mis à disposition de 4 exploitations agricoles une douzaine d'hectares pour que les 4 agriculteurs en question travaillent ensemble à la conversion. Donc pendant 2 ans, 3 ans, travailler ensemble, échanger. Et ça a entraîné ensuite, sur leur exploitation, 300 hectares de conversion dans les 5 ans qui ont suivi. Donc voilà, 2 exemples pour développer la surface, mais aussi après pour soutenir l'agriculteur qui se lance, et puis tous les exemples après qui pourraient venir après pour soutenir la demande, soutenir la demande du côté des consommateurs. Là aussi, on a une très forte politique. Là, on se lance un nouveau défi qui est d'accélérer la transition agricole et alimentaire. Ce nouveau défi, ça s'appelle paiement, on l'a appelé, paiement pour services environnementaux et de santé publique. Les deux sont liés. On veut faire montrer que la santé, elle est au cœur du problème de cette transition agricole et alimentaire. Et accélérer, il faut aller plus vite, même si la période est peut-être difficile pour l'agriculture en général et surtout pour l'agriculture biologique. Il faut y aller et il faut des collectivités qui s'engagent. Mais les collectivités ne peuvent pas s'engager seules. Alors notre projet, c'est quoi? C'est tout le périmètre de l'agglo. Les 35 communes sont concernées. C'est tous les agriculteurs. Les 180 agriculteurs sont concernés s'ils le souhaitent. On se dit que voilà, chaque agriculteur peut faire quelques efforts pour diminuer les intrants, tous les pesticides et insecticides, et que ça mérite, j'allais dire une récompense, c'est pas le mot, mais un paiement. On n'est plus dans les aides, on n'est plus dans les subventions, on n'est plus dans une agriculture qui est sous perfusion en permanence, qui est assistée. On paye les agriculteurs pour les efforts qu'ils font, parce que je vous rappelle, mais j'insiste toujours là-dessus, ce sont des produits légaux. On leur demande de réduire l'utilisation de ces produits qui leur facilitent la vie, parce qu'ils ont aussi l'objectif d'avoir une entreprise qui soit économiquement viable. Et donc, on a des critères qu'on va établir, on est en phase d'élaboration, qu'on va établir avec les agriculteurs eux-mêmes, avec tous les partenaires qu'ils souhaiteront, en appui avec Bio Hauts-de-France, qui regroupe les producteurs bio de Hauts-de-France, avec l'Agence de l'eau, avec un cabinet d'études qui s'appelle Solagro. On va travailler sur les critères pour pouvoir distribuer ces paiements pour services environnementaux. Évidemment, l'agriculteur bio, il va être au taquet, il va être le plus rétribué, puisqu'il respectera quasiment tous les critères qu'on aura élaborés. Là, il y aura un prix à l'hectare. Voilà, aujourd'hui, on est autour de 300, 350 € de l'hectare pour ceux qui auront rempli tous les critères. Mais on aura aussi un plafond, ça c'est déjà acté, pour chaque exploitation. Sinon, il suffit d'avoir 3 ou 4 grosses exploitations qui avalent tout le budget. Il n'y a plus rien pour les plus petits. Or, en général, on le voit avec la PAC, ce ne sont pas les plus petits qui sont les plus avantagés. Et donc, on travaille là-dessus. Le gros problème, bien sûr, c'est l'aspect financier. Les estimations qu'on a pu faire, on n'est pas encore au bout, mais les estimations qu'on a pu faire sur Douaisis-Agglo, sur notre territoire de 150 000 habitants et à peu près 200 agriculteurs, 180, il nous faudrait 3 millions d'euros sur 5 ans pour que ça ait vraiment un effet d'entraînement et que ça récompense, ça paye à leur juste prix les efforts qui sont faits par les agriculteurs. Ça veut dire aussi que dès maintenant, on engage des financements, on va embaucher une personne à temps plein pour gérer le dossier et qu'il va falloir aller à la pêche aux subventions. Voilà. Très bien, merci beaucoup Monsieur Allais. Donc au niveau de la Fédération nationale d'agriculture biologique, effectivement, on anime un groupe de travail sur cette question des paiements pour services environnementaux. Et en fait, il y a effectivement pas mal d'enjeux de financement et cofinancement de ces paiements parce qu'on voit vite que ça chiffre en fonction de la taille du territoire. Potentiellement, effectivement, donner 300 € par hectare à chaque agriculteur, ça peut représenter des sommes assez importantes si on a beaucoup d'agriculteurs sur son territoire. Et aujourd'hui, il y a un enjeu, effectivement, à mobiliser des financeurs publics et privés. Alors peut-être que vous avez déjà des pistes, Monsieur Allais, par rapport à ça.
Oui, alors évidemment, l'argent public étant, la situation étant ce qu'elle est, on se dit qu'il ne faut pas se contenter d'utiliser l'argent public. Et puis aussi, il y a peut-être d'autres sources de financement, sont les fondations, par exemple, qui sont des fondations privées. On a déjà travaillé avec quelques fondations importantes dans les années précédentes. Et puis aussi, on a mis en avant avec les entreprises, dans le cadre de la RSE, la responsabilité sociétale des entreprises. On a quelques gros groupes chez nous, des fabricants de batteries électriques, des Renault, par exemple, Amazon. Voilà, on a quelques grands groupes comme ça qui ont quand même un effet extrêmement négatif sur le territoire au point de vue environnemental. Et donc, on va essayer de les convaincre de travailler avec nous et de nous aider à mettre en place un territoire où il fait meilleur vivre, je dirais, par une activité agricole plus respectueuse de l'environnement. Très bien, merci beaucoup. Donc là, on voit bien l'enjeu de ces paiements pour services environnementaux. Alors certains connaissent peut-être les PSE qui ont été mis en place par les agences de l'eau. Là, on est sur, comme le disait Monsieur Allais, on vise de rémunérer l'ensemble des services environnementaux et pas uniquement ceux liés aux enjeux par rapport à la qualité de l'eau. Donc ça peut être aussi rémunérer les agriculteurs pour des pratiques respectueuses du point de vue de la biodiversité ou du point de vue de l'entretien de la fertilité des sols. Donc là, c'est ça qui est important, puisque souvent nos agriculteurs bio pâtissent du fait que s'ils sont juste en dehors d'une aire d'alimentation de captage, par exemple, ils sont plus éligibles tout d'un coup à tout un tas de dispositifs publics. Et c'est vrai qu'autant l'eau, ça parle à tout le monde, autant que la biodiversité, c'est moins visible et c'est plus difficile de trouver des dispositifs pour rémunérer les agriculteurs pour ces enjeux-là, dont les préjudices ne sont pas immédiatement palpables par le citoyen. Voilà, donc maintenant, on a vu cet aspect paiement pour services environnementaux. Donc je vais laisser la parole maintenant à Mathilde Roussel, qui va un peu nous présenter la politique publique de la communauté d'agglo de La Rochelle sur la protection de la qualité de l'eau. Donc elle va nous exposer un petit peu le contexte sur son territoire et surtout ce qui est mis en place pour aller plutôt sur du préventif que sur du curatif, en rappelant justement tous les enjeux financiers et tout ce qui se pose au niveau de l'agglomération par rapport à cette préservation de la qualité de l'eau. Je me suis coupé la parole. Non, c'est bon. Bonjour, merci beaucoup. C'est un grand honneur pour moi d'être là et aussi une grande responsabilité pour vous témoigner des problématiques liées à l'eau que nous avons, à l'eau et aux grandes cultures sur l'Eau-Nice, donc le territoire de La Rochelle, la plaine de Nice, mais également les solutions existantes et notamment à travers la transition agroécologique, l'agriculture biologique et la transition alimentaire. Pour nous, sur la plaine de Nice, l'enjeu est simple, mais je pense qu'on n'est pas les seuls. Si on ne change pas nos pratiques agricoles, on ne pourra plus garantir une eau potable non polluée à coût acceptable. C'est quand même un sujet. Dans une France à plus 4 degrés, je pense qu'on n'a pas beaucoup de climato-sceptiques autour de nous, donc on sait qu'on y va tout droit. Il y aura 50% de l'eau qui est consommée aujourd'hui pour tout usage qui pourrait disparaître. Si on a moins d'eau, on aura aussi une concentration des polluants, et notamment des polluants agricoles, beaucoup plus élevée, et donc vraisemblablement une incapacité technique et financière d'assurer la potabilisation. Alors sur notre territoire, cette question de l'eau, c'est une urgence, mais c'est une urgence depuis très longtemps. Quelques chiffres pour replacer la communauté d'agglo, 171 000 habitants, avec une forte pression sur la ressource, 2 sources d'eau potable, 2 tiers de l'eau provient du fleuve Charente et 1 tiers de 3 captages. On a donc 3 aires d'alimentation de captage prioritaire qui sont à 72% agricoles. Sur ces 3 aires, on a la particularité qu'ils soient constituées de sols calcaires caillouteux qu'on appelle des terres de groix, qui sont des terres peu filtrantes et donc des terres particulièrement sensibles au transfert d'intrants et au lessivage par les pluies. Ce qui rend la protection des sols, mais également de la biodiversité, qui sont indissociables l'un de l'autre, absolument indispensables. Aujourd'hui, on fait face à des pollutions préoccupantes. Alors, on a des pollutions chroniques au chlorothalonil, je crois qu'on n'est pas les seuls. Donc, résidu d'un fongicide interdit, qui a été détecté dans nos captages et qui nous a contraints à arrêter temporairement nos prélèvements entre octobre 2023 et juin 2024. On a la persistance de pesticides interdits comme l'atrazine, qui est pourtant interdite depuis 2022. Et aujourd'hui, La Rochelle est confrontée à des problématiques de non-conformité de l'eau distribuée du fait de la qualité de l'eau du fleuve Charente, qui serait aussi concernée par des PFAS et des TFA en particulier, ce qui entraîne des difficultés croissantes de traitement de l'eau avec des coûts exponentiels.
Et puis, on a des pollutions accidentelles, comme on a pu l'avoir sur un de nos captages, par le chlortoluron, qui est un herbicide, constaté le 4 janvier 2021, qui nous a obligés à stopper les prélèvements sur ce point d'eau. Et là, on ne parle que de l'eau. Donc, face à ça, nous avons deux choix. Multiplier les traitements. Donc, on a fait faire une étude technico-économique des possibilités de traitement, notamment du chlorothalonil, dans les eaux souterraines de l'ONIS, qui montre que pour traiter 30% de la ressource en eau de l'agglo, il faudrait débourser entre 30 et 40 millions d'euros et doubler la part eau potable de la facture d'eau de chacun de nos citoyens. Cela entraînerait en plus une sursollicitation de la ressource de 20%, alors que la situation quantitative est déjà tendue. Et ça entraînerait aussi une gestion des concentrats encore plus complexe, les déchets du traitement de l'eau, avec une plus-value de 20 à 30% sur les coûts d'investissement, le tout avec un impact environnemental très fort. En bref, le traitement, ce n'est pas une solution durable et même pas une solution viable tout court. Donc il ne nous reste plus qu'une issue, c'est de prévenir la pollution en transformant nos pratiques agricoles et en protégeant nos captages dès l'amont. Pour éviter une dépendance risquée et coûteuse au fleuve Charente, La Rochelle est dans l'obligation de préserver ses captages en eau libre, en nappe libre. Les périmètres de protection institués par la loi de 92 sont des remparts clés que nous avons mis en place, mais en parallèle, on a lancé dès 2005 un plan ambitieux pour développer l'agriculture biologique, et notamment via le programme régional Nouvelle-Aquitaine Ressources. Grâce à l'acquisition de foncier, à des portages avec l'aide de la SAFER et à la mise à disposition via des baux environnementaux, grâce au développement de contrats avec des meuniers et des industriels locaux, ou à la création de groupes d'échange sur les plantes aromatiques et médicinales qu'on a mis en place en 2009 et qui a abouti à la création d'une coopérative Biolopalme 10 ans plus tard. Grâce à la sensibilisation à l'accompagnement, et puis grâce à la mise en place de mesures agro-environnementales à enjeu haut, qui ont été mobilisées dès 2009, mais avec cette limite que cet outil financier, il ne peut pas, seul, déclencher une dynamique pérenne de transition sur les aires de captage, en l'état actuel des choses, et notamment parce que les agriculteurs sont confrontés à des retards de paiement qui ne favorisent pas le processus. Et du coup, malgré ces avancées, augmentation de la surface en bio, développement des filières locales, baisse des pressions phytosanitaires, l'effort, il est totalement insuffisant. Parce que chez nous, mais on n'est pas les seuls, mais c'est vraiment une spécificité du territoire, le développement de l'agriculture biologique, il se heurte à plusieurs freins. Le retard de paiement des aides des agriculteurs, ça, c'est une problématique nationale, on en a beaucoup entendu parler. Mais également et en premier lieu, sur notre territoire, le manque de rentabilité du bio face aux grandes cultures conventionnelles et à la structuration commerciale existante sur ce territoire. Chez nous, on a un grand port maritime qui est le second port français pour l'export des céréales. Il agit comme une sorte d'aspirateur à production, vers le Maroc notamment. Et ça entraîne la présence de grosses coopératives qui sont tournées vers le marché mondial, mais aussi la présence d'industries agroalimentaires. Ça, c'est quelque chose qu'on pourrait aussi tourner en notre avantage, comme ça a été fait pour la filière Biolopalme avec le groupe Léa Nature. Du coup, sur notre territoire, le bio, aujourd'hui, n'est pas compétitif économiquement dans le système actuel, par rapport au marché des céréales conventionnelles et même sous contrat à cahier des charges environnementales. Pour autant, ça veut dire qu'il faut qu'on mette des choses en place. Donc, on doit donc impérativement développer les PSE, spécifiques au maintien et au développement de l'agriculture bio, en parallèle du travail sur les filières. Démontrer que l'agriculture bio fonctionne techniquement et économiquement. Et pour ça, nous avons besoin d'un soutien, et d'un soutien médiatique, mais aussi des soutiens des agences comme l'ADEME, l'OFB, l'Agence de bio, pour inciter les consommateurs. On remarque que les annonces de ces dernières semaines, le manque de clarté et de portage de l'État sur les qualités de l'alimentation biologique par rapport à la santé participent à une défiance sur le bio, alors qu'on aurait besoin d'un soutien clair, constant et impératif. Nous devons continuer de témoigner de la situation de l'impasse à laquelle nous et d'autres territoires sommes confrontés. On l'a fait dans une tribune parue dans Le Monde, par une demande de moratoire en ce qui concerne le prosulfocarbe, par des relevés Atmo, etc. Et puis, on doit
aligner nos politiques publiques pour créer des vrais effets leviers. Aligner la question de la politique de l'eau qui est portée par mon collègue Guillaume Craval qui est dans la salle, et le PAT que je porte, et la mise en place d'une réplication de terres de source dont vous allez parler, je pense. On doit aligner notre programme La Rochelle, territoire zéro carbone, et sa coopérative carbone en ajoutant au bonus de séquestration de carbone une part bonifiée sur la protection de la biodiversité et de l'eau, pas mettre en silo les endroits où on gagne, ce n'est pas qu'une question de carbone. Mais aussi aligner les politiques de développement économique, vous l'avez dit. Le bio, ça permet la création d'emplois, mais en plus des emplois non délocalisables, propices à l'insertion, à l'innovation. On les finance avec nos politiques publiques, ces emplois dans les entreprises du bâtiment, par exemple. Il n'y a pas de raison qu'on ne le fasse pas sur l'agriculture. Et là, on a une vraie plus-value sur notre territoire, et une plus-value qui reste sur notre territoire. Et puis surtout, vous avez peut-être entendu parler de notre territoire récemment, notamment dans la presse, et pour des faits qui sont plutôt des faits assez violents. Aujourd'hui, l'agriculture bio, c'est aussi un moyen d'apaiser la situation sur notre territoire. On a des tensions extrêmement importantes entre agriculteurs et citoyens chez nous, avec une défiance et une peur mutuelle et croissante. Et la situation, elle est extrêmement difficile à vivre, et en premier lieu pour les agriculteurs eux-mêmes. C'est une situation sociale qu'on ne quantifie pas de manière économique, mais qui pourtant est là et qui monte. Et c'est extrêmement important. Et une agriculture zéro phyto, plus proche des consommateurs, avec des circuits courts, plus directs, ça nous aiderait à relier justement les populations, à relier les agriculteurs et les mangeurs, et de ce fait, à apaiser les tensions et les colères qui font aujourd'hui que monter. Je ne sais pas si vous avez vu, mais chez nous, les dernières élections de la Chambre sont assez parlantes. Et ce, malgré les allègements concédés par l'État, et notamment sur l'utilisation des produits phyto. Donc on voit bien que ce n'est pas ça la solution. On voit bien que le conflit continue de monter. Et jusqu'où on le laisse monter comme ça, jusqu'où on le laisse éclater. Là, ça continue de se tendre et je ne sais pas comment on va s'en sortir. Donc en développant l'agriculture biologique sur nos captages, on aura une agriculture plus durable, économiquement, écologiquement, mais aussi socialement, plus résiliente face aux crises climatiques. La préservation d'une autre filière qui est extrêmement importante chez nous, la pêche et la conchyliculture, qui sont étroitement liées à la question de l'eau et de la résilience des sols. Et puis des bénéfices évidents pour la santé publique, mais également pour la paix sociale. Et ça, on a tendance à un peu le mettre de côté. De ce fait, et vu les spécificités de notre territoire, si on y arrive chez nous, la marche est suffisamment haute pour que ce soit réplicable ailleurs. Donc on peut se considérer comme un laboratoire du changement pour protéger l'eau potable par l'agriculture biologique. Mais c'est possible, c'est efficace, c'est économiquement viable et indispensable, au-delà de la seule question de l'eau. Ce que nous expérimentons aujourd'hui peut être répliqué ailleurs, mais pour réussir, nous avons besoin d'une mobilisation collective, à la fois des pouvoirs publics, pour renforcer les aides et structurer les filières, ou pour nous laisser la main sur certaines aides, pour soutenir les agriculteurs dans leur transition, et pour soutenir aussi les pouvoirs publics qui s'engagent. Et puis, des consommateurs, pour soutenir à la fois la conversion et la production locale et les paysans. Protéger l'eau potable, ça passe par un changement profond de nos pratiques agricoles et alimentaires. Nous avons des solutions. Il manque de la volonté politique, mais parfois il y en a, et économique pour les mettre en œuvre. Il est urgent d'agir car l'eau est notre bien commun le plus précieux. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup Mathilde Roussel et je crois que votre intervention va tout à fait introduire la suivante qui est dans la même lignée de se questionner ensemble sur comment les collectivités relèvent ce défi de continuer à approvisionner en eau de qualité finalement tous les consommateurs que nous sommes. On voit que c'est pas simple. Et je vais laisser la parole à Michèle de Molder, qui est présidente donc, de Eau du Bassin Rennais, qui est confrontée évidemment à des difficultés similaires et qui va nous en dire un mot. Et là, leurs deux interventions sont complémentaires parce que Monsieur de Molder va nous parler plus particulièrement de la manière dont la collectivité Eau du Bassin Rennais travaille sur la structuration des filières, c'est-à-dire au-delà du changement de pratique en agriculture, comment on fait pour faire en sorte que les produits qui sont issus de ce
changement de pratique, trouvent un moyen de valorisation sur les marchés. Et donc, c'est de ce point de vue-là que l'intervention des Hauts du Bassin rennais est importante aujourd'hui. Donc, sans plus attendre, je vous laisse la parole, Monsieur de Mulder. Oui, merci. Alors, je ne vais pas reprendre ce qui a été dit, mais on a des choses qui peuvent être similaires suivant nos territoires, d'autres qui peuvent être différentes. La collectivité Hauts du Bassin rennais, c'est 75 communes, bientôt 82 au 1er juillet. Et avec une particularité, nous allons chercher 80% de nos ressources en eau en dehors du territoire où l'on distribue l'eau. Hein, c'est historiquement, voilà, on allait sur le Couesnon, on allait sur la Rance, on allait sur le bassin de Chescanu, même si à partir du 1er juillet, les communes qui sont sur le bassin de Chescanu nous rejoindront. Et de ce fait, on avait des actions souvent associées avec d'autres intercommunalités, avec ce qu'on appelait les syndicats de bassin versant, sur la préservation de la ressource, mais des actions assez limitées autour des périmètres de captage. Hein. On rappelle qu'en Bretagne, on a une particularité, hein, et notamment sur l'eau qui est distribuée. Nous, c'est 85% sur notre territoire d'eau qui est d'origine superficielle, hein, et non pas souterraine. Et avec donc des risques aussi de pollution diffuse qui étaient beaucoup plus fortes. Alors, quand on parle de pollution diffuse, pesticides, mais aussi nitrates dans certains bassins versants. Donc, on s'est dit à un moment donné, comment travailler sur du préventif plutôt que du curatif, parce que les traitements de l'eau potable coûtent de plus en plus cher. Hein. Une petite information quand même, le coût des réactifs en lui-même qu'on rachète, les différents réactifs, notamment ce qu'on appelle le charbon actif, hein, que certains appellent des fois la poudre magique, a doublé en 10 ans. Donc, et voilà, avec l'inflation, ça a pris 40% sur l'année 2023. À cela s'ajoute également le coût de l'énergie, mais qui ont touché les collectivités, mais aussi les entreprises. Hein. Donc, le traitement de l'eau va coûter de plus en plus cher. Voilà. Et à un moment donné, on s'est dit, mais comment est-ce qu'on peut travailler autrement aussi pour préserver nos ressources et aussi pour faire en sorte que ceux qui sont sur les aires d'alimentation de captage puissent aussi avoir une rétribution de leurs revenus, s'ils sont en agriculture biologique, ou s'ils se lancent dans l'interdiction de molécules hein, qu'on cible hein, sur nos usines d'eau potable. Et à partir de là, on s'est dit que ça serait bien de lancer aussi un projet sur un prix rémunérateur hein, des denrées alimentaires, hein, de la nourriture que chaque citoyen consomme. Et on s'est dit, pourquoi pas lancer un projet qu'on appelait Terre de source, parce qu'on parle de pollution de l'eau, mais on sait bien que le sol, l'air, tout est lié. Et donc, ce terme terre de source nous a tout de suite parlé. Et on s'est dit, il faut associer le plus grand nombre possible de collectivités pour déjà qu'elles puissent, à travers leurs commandes publiques, notamment sur la restauration scolaire, permettre d'avoir un rachat de denrées alimentaires qui soit payé au juste prix. Parce que je rappellerai quand même que souvent, la revendication, c'est aussi d'avoir une rémunération hein, et que les agriculteurs et paysans ne vivent pas que de prime PAC, mais puissent vivre de ce qu'ils vendent et ce qu'ils produisent. Et ça, c'est quelque chose qui est important, parce que c'est souvent quelque chose qui est mis sur le côté. Et ensuite, on le sait bien que dans la grande distribution, souvent, ils sont complètement dépendants, évidemment, de la grande et moyenne surface pour fixer le prix des denrées alimentaires. Donc, à partir de là, on s'est dit il faut travailler sur un marché de prestation de services. Hein. Donc, on ne parlait pas de paiement en services environnementaux, mais bien un marché de prestation de services, puisque le Code des marchés publics interdit le localisme. D'ailleurs, on pourrait se poser la question, voilà, comment on pourrait travailler sur un Code des marchés publics qui puisse être beaucoup plus ouvert par rapport à l'alimentation, qui est quand même, je dirais, un bien commun, comme l'eau, et qui est un bien qui suppose notamment d'avoir le choix d'acheter des denrées quand elles sont produites sur le territoire, quoi. Donc à partir de là, les collectivités se sont engagées avec une visée de 15% de l'achat de ce, je dirais, marché pour prestation de services. Donc 71 collectivités, on sait que ça permet d'avoir déjà un chiffre d'affaires qui permet de l'émergence hein, de filières. Et pour créer justement on va dire, la réflexion sur la filière, parce que quand on parle de rémunération, il faut aussi rentrer dans le circuit économique tel qu'il est. On a essayé de travailler sur la structuration de filières, alors pas tout seul. C'est-à-dire qu'on a aussi une conférence
des partenaires où sont associés les organismes agricoles, notamment la Chambre d'agriculture, mais aussi des établissements bancaires, où sont associés des collectivités, mais sont aussi associés des associations de consommateurs, associations environnementales, associations d'éducation à l'environnement, parce que derrière, c'est un tout. C'est-à-dire que à un moment donné, c'est comment faire prendre conscience au consommateur que le produit qu'il achète, c'est un produit qui est produit au plus près de chez lui et qui respecte justement l'environnement. Donc ça, c'était important et c'est pour ça qu'on a lancé ce label Terre de Source. Alors, 70% des producteurs sont des producteurs bio. Il faut le rappeler parce que c'est aussi important d'avoir les producteurs bio engagés sur ce marché. Mais l'objectif, c'est aussi de se dire il faut qu'on touche des producteurs qui ne sont pas encore convertis en agriculture biologique, mais qui, de par ce label-là, leur permettent d'avoir des axes de progrès. Donc ce label permet donc aussi de définir des aides tous les ans par rapport à ce qui peut ressembler à un paiement pour service environnemental. Hein. Moi, j'appellerais souvent paiement pour service écosystémique, parce que derrière la protection des nappes ou la protection des aires d'alimentation, c'est quelque chose qui concerne l'ensemble des habitants et l'ensemble des politiques. Donc ce marché est lancé, on en est au 3e marché, on est en train de préparer le 4e marché qui sera lancé en fin d'année prochaine. L'objectif, c'est évidemment d'avoir le plus grand nombre de producteurs qui soient associés. Hein. Sur le 3e marché, on est à 87 producteurs, sur les 150 engagés sur le programme Terre de Source. Et puis, parallèlement au marché, on s'est dit, à un moment donné, on a des filières qui, par exemple, en Bretagne, on parle tout le temps des galettes, mais le sarrasin qui est produit en Bretagne, majoritairement, il est importé. Voilà, il est importé de pays de l'Est notamment. Hein. Et donc, alors que c'était une culture qui existait auparavant, ce n'est pas une culture fortement rémunératrice aussi, donc, mais c'est une culture sans pesticides, hein, sans entrants. Et donc, à partir de là, on s'est dit qu'il faut qu'on développe une filière en s'associant aussi avec des producteurs de galettes hein, et avec des magasins, avec des restaurants. Voilà, hein. Et donc, voilà, c'est cette structuration de filière. Alors, à chaque fois, on a une filière un peu bio, une filière conventionnelle hein, qui est mise en place. Ça a été la même chose sur le blé meunier. Et donc, on a créé aussi un outil, alors évidemment une société coopérative d'intérêt collectif, parce que c'est plutôt, je dirais, on est sur un territoire, on a envie que ce soit l'ensemble des acteurs qui soient associés. Et cette SIC rassemble des paysans, rassemble des transformateurs, rassemble des associations de consommateurs ou associations environnementales et des collectivités, hein, de façon à ce qu'elles puissent répondre au marché public que la collectivité porte pour les 71 communes. La structuration de filière, c'est important parce que derrière, c'est aussi des débouchés. Hein, et si on veut que l'agriculture biologique se développe, il faut qu'on puisse structurer ces filières-là, parce qu'on a bien vu que la crise conjoncturelle, moi je pense quand même que c'est plus une crise conjoncturelle. On voit que l'année 2024 commence à avoir un frémissement, hein, puisque l'agriculture biologique, c'est quand même quelque chose qui est fortement demandé par les consommateurs. Et c'est des fois des problématiques de pouvoir d'achat, mais c'est des fois aussi comment on permet aux consommateurs d'avoir le plus vite possible accès à des produits biologiques, quoi. Et voilà, c'est pour ça que ces structurations de filières sont très importantes parce qu'elles permettent de travailler avec l'ensemble des producteurs, mais aussi des transformateurs. Et pour moi, c'est important. Et on parle de paiement pour services environnementaux. On est sur une réflexion, alors nous, sur un territoire assez emblématique, Chescanu, puisque c'est sur ce territoire, petit bassin versant, où il y a un peu plus d'une centaine de paysans. C'est 14 millions de mètres cubes qu'on peut stocker et qui permettent de sécuriser en période d'étiage. On est à l'aune de changements climatiques que personne nie ici, hein, où on pourrait avoir 2 années de sécheresse à suivre comme celle de 2022, voire 3, hein, ce que nous disent les scientifiques du GIEC. Donc la sécurisation des territoires, et ce n'est pas que notre territoire, c'est aussi les territoires voisins, doit se penser à une échelle très globale, hein, qu'on pense à une échelle départementale, voire régionale. Et derrière, si on veut aussi que les agriculteurs puissent avoir des changements de système, il faut pouvoir accompagner. Et c'est d'ailleurs un territoire un peu pilote qui est suivi par la région, parce qu'on va en faire un territoire test aussi de sortie progressive des pesticides.
Et ensuite, sur les paiements pour services environnementaux, on va lancer une démarche pour faire notifier un PSE, mais directement auprès de la Commission, puisque on voit bien que les PSE, agences de l'eau, les financements ont été rapidement consommés sur l'agence de l'eau Loire-Bretagne, hein, mais que derrière, on n'a pas beaucoup d'entreprises privées qui se bousculent sur des PSE. On parle de responsabilité sociétale ou sociale des entreprises, mais on ne les voit pas beaucoup se bousculer. Et donc, il faudra peut-être amener des réflexions sur quel financement sur des paiements pour services environnementaux. Et j'ai entendu parler ce matin de pollueurs-payeurs. Il y a peut-être des pistes de réflexion à voir. Merci beaucoup, Monsieur De Molder. Donc, on peut vous applaudir, ainsi qu'effectivement Mathilde Roussel. Oui, on voit bien que sur les captages prioritaires, sur tous les enjeux eau, il y a vraiment un enjeu fort à faire passer en bio, ou en tout cas des pratiques extrêmement vertueuses, zéro phyto, zéro intrants chimiques de synthèse, les agriculteurs conventionnels, et que très souvent les collectivités sont contentes d'avoir les agriculteurs bio sur leur captage, parce que ça fait déjà des zones où on n'a pas besoin trop de se préoccuper, mais la grande difficulté, c'est comment on fait bouger les autres agriculteurs. Et effectivement, la question de cette mise en marché, la recherche de débouchés peut être un élément d'attractivité au changement de pratique, et donc c'est pour ça que votre initiative est intéressante. Et pour terminer ce tour de table, donc je vais laisser la parole à Gilles Perrol pour nous parler d'un autre volet d'intérêt pour les collectivités locales qui travaillent sur la bio en ce moment, c'est le volet restauration collective, dans un contexte que vous connaissez tous, hein, où on a une loi, la loi Egalim, qui oblige en fait l'ensemble des services de restauration à intégrer 20% de produits bio dans leurs repas. Or, on est très loin du compte, puisqu'on est autour de 7%, je crois, d'achat de produits bio en restauration collective. Et donc, on voit qu'il y a une marge de manœuvre très forte et très grande. Et que, par ailleurs, on sait qu'un certain nombre de collectivités arrivent à atteindre les objectifs d'Egalim et voire à les dépasser. Donc là, on a un très bon exemple avec la ville de Mouans-Sartoux, que représente donc Gilles Perrol, et qui va nous parler de ces enjeux autour de la restauration collective bio, en montrant aussi des résultats d'études récentes sur l'impact santé et l'impact sur les habitudes alimentaires des familles à Mouans-Sartoux. Merci Delphine, bonjour à tous. Donc Mouans-Sartoux, c'est une ville de 10 000 habitants dans le sud-est de la France, entre Cannes et Grasse. D'ailleurs, avant la loi Egalim, il y avait le Grenelle de l'environnement en 2007 qui prévoyait déjà 20% de bio. D'ailleurs, c'est jamais plus de 20%, hein, PNNS, Egalim. C'est Grenelle de l'environnement, on s'arrête à 20 comme si on ne pouvait pas faire plus. Et donc, nous, on a fait plus. On a fait plus en réaction à un événement très fort qui était la crise de la vache folle en 98. Et Benoît Biteau parlait ce matin du principe de précaution. Nous, effectivement, on l'a appliqué à partir des années 98, au moment de la vache folle, en passant en bœuf bio directement. Donc le bœuf est bio depuis 1998 à Mouans-Sartoux. Et très vite, en écoutant les scientifiques nous alerter sur tous les enjeux santé environnementaux, on a décidé de passer au 100% bio à notre cantine. On l'a décidé en 2008, on a fait une transition en 4 ans. Donc depuis 2012, on est 100% bio pour 1200 repas jour, à coût constant. Et ça, c'est un point important parce qu'on nous dit toujours qu'on ne peut pas transformer la restauration collective en bio parce qu'on n'en a pas les budgets. Alors certes, l'alimentation bio est justement plus chère, hein, on sait pourquoi elle est plus chère, parce qu'elle est plus vertueuse, qu'il y a plus de main-d'œuvre, effectivement, comme le disait Jean-Luc. Mais on a des leviers d'économie très forts en restauration collective. Et c'est ces leviers qu'on a activés. Nous, on a diminué de 80% le gaspillage alimentaire. On est passé de 147 grammes à 30 grammes de gaspillage alimentaire, donc de la moyenne nationale. En 2010, hein, c'était 150 grammes. À un taux très bas qui, actuellement, la moyenne est encore autour de 120 grammes. Hein. Donc, on est 4 fois moins que la moyenne actuelle. Et ça génère 20% d'économie de budget alimentaire. Donc, quand on jette 120 grammes, donc 120 grammes, c'est à peu près 30% du poids moyen d'un repas. Donc, quand on jette 30% de ce qu'on achète, effectivement, si on l'achète en bio, ça va faire très cher. Mais si on ne jette plus, on a de l'argent pour acheter du bio. Le deuxième levier très puissant pour faire du bio sans surcoût, c'est la diversification des protéines.
Depuis 2022, on est à 50% de menus végétariens à Montsartou. On a menu unique pour tout le monde. Hein. Donc, on n'a pas d'alternative quotidienne ou quoi. Donc, on a 50% de menus végétariens. Et pour peu qu'on cuisine le végétarien maison, parce que si on achète des galettes industrielles, on les paye excessivement cher. Et elles sont de très mauvaise qualité nutritive, souvent, puisque c'est de l'ultra transformé avec, certes, c'est végétal, mais il y a beaucoup de graisse, de sucre, de sel, etc. Donc, si on fait du végétarien maison, c'est un repas qui coûte 2 fois moins cher à servir. Et donc, si on fait la moitié des repas végétariens, on économise 25% du budget alimentaire. Donc, si vous faites le bilan, 20% sur le gaspillage alimentaire, 20% sur les protéines végétales, sur les 50% de menus végétariens, vous allégez de 45% votre budget alimentaire. Et donc, vous avez la manne pour payer le surcoût du bio qui varie entre plus 20, plus 40, voire un peu plus des fois selon les produits. Mais globalement, on s'en sort. On a un coût matière à 2,18 € comparé dans les expériences que vous connaissez. 2,18 € dans l'assiette, c'est la moyenne nationale. Mais nous, c'est en 100% bio. Associé à ce projet de cantine bio, on est connu aussi pour avoir fait une ferme municipale qui produit les légumes. Alors, savoir que la particularité des Alpes-Maritimes, c'est qu'il n'y a plus d'agriculture. L'agriculture a disparu dans les années 60-70 et au bénéfice du tourisme. Et donc, si moi je fais toujours passer le bio avant le local, contrairement à beaucoup d'élus, parce que le local n'apporte pas grand-chose s'il n'est pas bio. Au contraire, il n'apporte que des problèmes. On l'a bien vu avec l'eau. Mais on le voit avec la qualité de l'air, comme on l'évoquait ce matin aussi, etc. Mais les légumes, c'est important qu'ils soient extra frais. Donc, ne trouvant pas d'approvisionnement local, en 2011, on a créé la première ferme municipale qui approvisionne la restauration collective. Et quelque part, on s'est rendu compte ce que c'était que les paiements pour services environnementaux. Parce que produire nous-mêmes nos légumes nous a coûté 40% plus cher que si on les achetait à un grossiste. Et ça, c'est extrêmement intéressant pour un élu de comprendre le fonctionnement. Et pourquoi c'était plus cher? C'est très simple. Nous, nos agriculteurs, salariés de la commune, ils sont payés sur la grille de la fonction publique. Donc, ils sont au-dessus de la moyenne du revenu des agriculteurs. Donc, il y a un surcoût de 40%. Et comment on a fait pour absorber ce surcoût de 40% on a affecté 60% du coût de revient de la régie à la restauration scolaire, donc au même prix que si on achetait les légumes ailleurs. Et le reste, on a considéré que c'était une valeur ajoutée. C'est-à-dire que cette ferme municipale, elle a des services environnementaux, c'est-à-dire qu'elle a préservé effectivement. Il faut savoir que la ferme municipale a été créée sur un terrain qui était constructible dans le cadre de la préemption de la vente à un promoteur. Donc on a évité des dizaines de villas sur un terrain, on a évité de l'imperméabilisation et on a préservé de la biodiversité. Donc ça, c'est un service environnemental très clair. Et on a, nous aussi, un service pédagogique sur cette ferme. Aussi bien pour les enfants qui viennent la visiter que pour les habitants, les familles, et aussi toutes les collectivités qui viennent voir ce projet, parce qu'aujourd'hui, il y a une centaine de fermes municipales, intercommunales, départementales en France, qu'on est en train de fédérer en réseau d'ailleurs. Prochaine rencontre 18-19 juin à Épinal, j'en profite pour faire un peu de teasing. Et donc, quelque part, ces 40% que paye la commune, c'est un service environnemental. Alors, on se le paye à nous-mêmes. Hein. Là, effectivement, c'est différent du projet de Jean-Luc, mais l'esprit est là. Ces deux projets ont eu un écho très fort auprès de la population et des familles en premier lieu, hein, puisque c'est leurs enfants qui mangent à la cantine. Et on a étudié ce ressenti des parents dans une enquête qu'on fait depuis 2013 et qu'on reproduit tous les 3 ans pour voir l'évolution. Et au début, on avait 70% des familles qui disaient avoir changé leur pratique alimentaire. Aujourd'hui, on est à 92% des familles qui ont changé leur pratique alimentaire. Le premier vecteur du changement étant la parole de l'enfant. L'enfant qui mange bio à la cantine, mais aussi qui a des temps pédagogiques d'éducation à l'alimentation durable.
Et donc, pour amplifier ce mouvement, en 2016, on a créé le 3e pilier de notre projet, qui est la Maison d'éducation à l'alimentation durable, qui travaille sur 5 axes. La reconquête agricole, parce que si on veut reproduire sur nos territoires, il faut reconquérir des terres. Sur l'accessibilité à l'alimentation durable pour tous, sur l'éducation à l'alimentation durable de tous les publics, et puis 2 autres volets, un en recherche-action pour continuer à travailler le monde de la recherche, et un autre sur l'essaimage du projet avec d'autres villes. Je vais juste revenir sur le projet éducation de tous les publics. Et elle m'a coupé dans mon élan, mais j'ai fait la moitié, donc c'est bien. Et donc, on a évalué 5 ans d'action de cette maison d'éducation à l'alimentation durable auprès des publics, à partir de 7 outils qu'on a mis en place. Donc, la cantine scolaire, parce que c'est un levier de changement. Le défi famille alimentation positive. Le projet Citoyen Nourrit la Ville, qui accompagne des citoyens à autoproduire leur alimentation. Les grands événements qu'on peut faire autour de l'alimentation, le Printemps des possibles, le Festival alimentaire, le Salon du livre, etc. L'épicerie sociale, parce qu'il faut travailler aussi avec les publics les plus précaires, et le marché de producteurs. Et en fait, il y a 2 études qui ont été menées en parallèle. Une avec la méthode Sialinov, qui a été faite par un enseignant-chercheur de Supagro Montpellier, Pierre Leray. Et l'autre analyse a été faite dans le cadre d'une thèse par Andrea Luovikova de l'Université Côte d'Azur, qui a analysé le questionnaire avec la méthode de l'analyse de cycle de vie. Ce qui est intéressant, c'est que cette étude, donc, elle a étudiée par deux personnes différentes, avec 2 méthodes différentes, et dont les résultats convergent complètement. Donc ça rend encore plus robuste les chiffres que je vais vous donner. Ce qu'on constate, c'est que là, on parle de population générale maintenant. 71% des habitants ont modifié leurs pratiques alimentaires à partir des actions que mène la ville sur ces 7 entrées que je vous ai citées. 40% d'entre eux font leurs achats prioritairement dans des magasins spécialisés bio et dans des magasins de proximité. Ça veut dire qu'ils ont délaissé les grandes surfaces commerciales qui sont dans les grandes villes voisines. Si on regarde en quoi la consommation a changé, je vais vous donner à chaque fois, pour chaque entrée, 2 chiffres, la moyenne et le public avancé. Sur la diminution de la consommation des produits ultra transformés, en moyenne, c'est moins 30%, les plus avancés, moins 40%. Ce sont des consommations qui continuent à augmenter en France. Sur la consommation de viande, moins 23% en moyenne, moins 32% sur le public avancé, alors que ça continue à augmenter très légèrement au niveau national. Sur la consommation de produits bio, la moyenne, c'est 28% des habitants consomment du bio tous les jours, et les avancées, c'est 39%. Il se trouve qu'il y a une valeur ajoutée aussi sur la mobilité. C'est intéressant de mettre en synergie les politiques de transition aussi. Donc, c'est plus 14% en moyenne de déplacements en vélo pour faire les courses et plus 21% pour les publics avancés. Et forcément, si on va dans les magasins de proximité et qu'on ne fait pas des gros caddies, on y va plus facilement en vélo que si on va 1 fois par semaine dans la grande surface. 66% des personnes qui ont changé déclarent qu'elles ont changé de comportement alimentaire en étant influencées par la politique que menait la commune. Et les résultats montrent que ceux qui ont suivi toutes les actions de la Maison d'éducation à l'alimentation durable ont changé 2 à 3 fois plus vite que les autres. Donc on voit quand même qu'une politique publique engagée dans la transition alimentaire peut porter des résultats. Une deuxième étude vient de sortir, celle-là sur la santé liée au bien-être des enfants à la cantine, bien-être des enfants et de leur famille à la cantine. Alors, c'est une première partie d'étude, parce que ça coûte cher de faire des études de santé. Donc, c'est une étude qui a été faite avec le CHU de Nice, et auprès de 140 familles, et un échantillon de 140 familles et 180 enfants du CP au CM2. Ce qu'on constate, pour le moment, on a pu faire que la mesure du surpoids et de l'obésité. On a un surpoids et une obésité inférieure de 45% à la moyenne nationale. Donc là aussi, alors certes, on a des CSP, on est plutôt une ville
moyens. Il y a des très hauts revenus, des très bas revenus et la majorité de moyens. On n'est pas un quartier politique de la ville, hein, mais 45% de moins, ça dépasse les éléments de catégories socio-professionnelles. Et dans les questionnaires aux familles, ce qui ressort, qui vient conforter les résultats qu'on avait dans l'autre enquête sur les habitudes alimentaires, c'est que 92% des familles ont une adhésion au repère du plan national nutrition santé, donc un équilibre nutritionnel différent, qui va de 46 pour une adhésion excellente, 30% pour une très bonne adhésion et 16% pour une bonne adhésion. Et sur le bio, on a une adhésion des familles à la consommation de produits bio de 70%, avec 4% qui mangent exclusivement bio, 38% qui ont une consommation importante de bio, 28% modérés, 23% faibles et seulement 9% qui ne mangent jamais bio sur la commune. Donc, j'ai terminé, c'est juste la conclusion. Et juste pour montrer qu'une autre manière de changer les politiques alimentaires et la transition, c'est, et c'est ce que propose François Collin du Tilleul, c'est-à-dire laisser tomber l'offre et la demande, mais passer des besoins aux ressources. Et si les consommateurs veulent une alimentation différente, on peut penser que la ressource, et donc la production agricole, évoluera en fonction des attentes des consommateurs. Merci beaucoup, Gilles Perrol. Donc là, on voit l'intérêt finalement que la collectivité soit exemplaire, déjà dans ses pratiques d'achat et de production, en l'occurrence, sûrement, et qu'ensuite, adossé à ça une politique en matière de sensibilisation des publics, ça permet d'avoir les résultats qu'on a là et qui sont accessibles. Mouans-Sartoux partage largement ces résultats, donc vous pouvez trouver ça partout, sur les réseaux sociaux, sur les sites internet, etc. Donc c'est vraiment très intéressant. Merci beaucoup pour ce témoignage. Alors, avant qu'on clôture cette table ronde, j'ai envie de demander à chacun de nos intervenants, finalement, le message fort qu'ils souhaitent délivrer à la salle, à ceux qui nous écoutent en visio, avant qu'on se quitte. Donc, je vais revenir à vous, Monsieur Allais. Peut-être, voilà, qu'est-ce que vous souhaiteriez que les personnes retiennent, finalement, de ce que vous avez dit précédemment sur les paiements pour services environnementaux, notamment, et sur d'autres thèmes, si vous le souhaitez. Oui, on voit bien qu'il y a des tas d'actions qui se font un peu partout en France. Hein. Il y a, je ne sais plus, 450 PAT, par exemple. Il y a des actions qu'on a vues aujourd'hui, celle de Mouans-Sartoux, qu'on connaît tous maintenant, qui est superbe, et tout le travail que vous faites sur la qualité de l'eau, ça revient sans arrêt. Mais on est quand même à un moment où il faut se décider, il faut que les élus, qui sont des responsables, que ce soit les élus locaux ou les élus nationaux, qui ont des responsabilités, prennent leurs responsabilités pour aller plus loin. Sur Douaisis-Aglo, on a multiplié par 10 la surface agricole en bio en 20 ans. On est arrivé à 30% de produits bio à la restauration collective. C'est des bons résultats, mais on est encore loin du bout et surtout, ça reste très fragile. Si la situation ne s'améliore pas pour nos producteurs, on risque un retour en arrière. Donc, il ne s'agit pas, on parlait tout à l'heure, de baisser la tête. Au contraire, il faut qu'on y aille. Et moi, je pense que le PSESP, je rajoute bien le SP, me semble être un outil qui est efficace, à condition, bien sûr, de trouver les financements nécessaires. Il est efficace et en même temps, il est respectueux des agriculteurs, puisqu'on va les payer pour un travail qui est fait. Voilà. Aujourd'hui, on en est au début, à l'étude. Il faut rassembler tous ceux qui peuvent nous financer. Voilà. On va y arriver. On va y arriver. Oui, je t'entends, il faut qu'on réduise pour qu'il y ait du temps pour les Non, pas questions. du tout. On est tout à fait dans les... Non, On est bon. on est tout à fait bon. À 15h, on aura fini. On laissera place aux questions. Non, moi, je veux juste revenir sur le fait qu'on a parlé effectivement du pollueur-payeur. C'est un vrai sujet. Je pense qu'il faudra peut-être un jour qu'on y vienne, mais je pense qu'il faudrait vraiment qu'on arrive à s'appuyer sur les externalités positives de l'agroécologie. Moi, s'il y a un truc que je voudrais qu'on retienne, c'est que c'est à la fois un levier pour lutter contre le réchauffement climatique directement, puisqu'on n'utilise pas les énergies fossiles, etc., ou moins. C'est un levier pour faire face au dérèglement climatique.
et donc à la résilience de territoire par rapport aux tempêtes, montée des eaux, submersion, etc., épuisement des ressources fossiles, mais aussi eau, etc. Et puis donc, du coup, par ce biais-là, mais Benoît l'a très bien dit ce matin, c'est donc un levier de sécurisation économique des agriculteurs, parce que de toute façon, ils vont dans le mur eux aussi, quoi. Donc voilà, et puis surtout, c'est un levier pour apaiser une société qu'on a vraiment, vraiment besoin aujourd'hui. On a tous besoin de souffler. Voilà. Alors, ce qu'il nous faut pour ça, c'est... Il y a plusieurs degrés, en fait. C'est déjà actionner l'interdiction des produits phytos sur les périmètres de captage. Là, il y a urgence. Je ne sais pas pourquoi on continue de tergiverser. Ça nous permettra aussi de démontrer que c'est possible, parce que ça fait quand même un paquet d'hectares. Donc voilà. Et puis en parallèle, je pense qu'il faut effectivement partager le risque que prennent les agriculteurs quand ils font une transition. Il n'y a pas de raison qu'ils le payent tout seuls et qu'ils prennent le risque. C'est quand même... personne ne le ferait à leur place, en fait. Il n'y a pas de raison. Et puis consolider les filières économiques pour valoriser les produits bio à leur juste prix. Qu'on ne se fasse pas une surmarge, on sait que ça existe, sur le produit bio en plus. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur de Molder. Oui, tout à fait en accord avec ce qui vient d'être dit. Je pense qu'il faut que dans les politiques publiques, on ne travaille pas les politiques en silo. Quand on parle de la politique de l'eau, on voit bien qu'il y a tout le lien avec la consommation, avec le lien avec la santé, avec la biodiversité. Donc, je pense que c'est important qu'il y ait ces approches-là. On a parlé de pollueur-payeur ce matin et des questions ont été posées dans la salle. Je crois que c'est quand même un principe fort de la loi de 64 qui n'est pas encore mise en place totalement. Et je pense qu'il faut vraiment y aller parce qu'à un moment donné, on n'entend pas de retrait sans solution, mais je dirais pas de d'autorisation de mise sur le marché sans certitude que les molécules qu'on met sur le marché ne vont pas se dégrader avec des métabolites qui, elles, peuvent devenir dangereuses pour la santé. Donc je pense que ces réflexions-là, elles sont importantes parce que derrière, ce sont les usagers, les consommateurs, les paysans, les premiers à utiliser ces produits, qui se retrouvent confrontés avec des problématiques de santé. Et je pense que la société l'attend aussi, qu'on ait des solutions politiques à trouver pour accélérer les transitions agricoles. Et je pense que c'est important, ça. Alors, avant le mot de conclusion, je me permettrai de rajouter 2 chiffres que j'ai oubliés, mais qui sont hyper importants. Je vous ai donné en quoi les habitudes alimentaires avaient changé. J'ai oublié de vous donner l'impact carbone que ça avait eu. Et en fait, en moyenne, avec l'émission des produits ultra transformés, la consommation de viande et le bio, c'est moins 26% en moyenne d'impact carbone de l'alimentation des habitants de Montsartou et moins 42% pour les publics avancés. Donc effectivement, quand on sait que 25% des gaz à effet de serre proviennent de l'alimentation, qu'on le dit très peu et qu'on utilise très peu dans les politiques de transition contre le réchauffement climatique, et que c'est sûrement le levier le plus simple à mettre en place en changeant les habitudes alimentaires. Et quand on diminue de moitié, près de 42% son impact carbone, ça commence à être intéressant. Moi, en conclusion, ce que je voulais dire, c'est ce que fait Montsartou depuis la fin des années 90, c'est s'appuyer sur les faits scientifiques. C'est quand même aberrant, avec la convergence de toutes les études internationales qu'il peut y avoir sur les effets néfastes de l'agriculture, sur la santé, sur l'environnement, sur la biodiversité, on ne les prenne pas en compte. Et il est irresponsable de ne pas les prendre en compte en pensant aux générations futures. Qu'est-ce qu'on réserve à nos enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants? Là, c'est un grand-père qui vous parle. Quand on entend que des jeunes hésitent à faire des enfants aujourd'hui, on commence à les comprendre. Et j'écoutais dernièrement Marc-André Sellos à la tête au carré, et qui répondait à la question: est-ce qu'on peut nourrir l'humanité avec l'agroécologie? C'est la grande question qui a souvent été répondue, que c'était possible. Et lui, il inverse la question, et je trouvais ça pertinent. Est-ce que l'agriculture d'aujourd'hui va permettre de nourrir l'humanité de demain? Est-ce que la qualité des sols qu'on va laisser, la chute de la biodiversité, le réchauffement climatique permettra de nourrir l'humanité de demain? Donc voilà, ça sera ma conclusion. Très bien, je vous remercie tous les 4 et vous restez encore là puisque maintenant on va prendre les questions de la salle et les questions visio pour compléter. Alors pareil, des questions
une question assez courte et puis une réponse en face assez courte aussi, si possible, pour qu'on puisse voilà, laisser s'exprimer le plus de monde possible. Bonjour à tous. Jacques, je suis agriculteur bio en Ile-de-France, président du GAB Ile-de-France. Là, on est représenté. Je voudrais vous faire une petite alerte à ceux qui... D'abord, je voulais vous féliciter et vous remercier en tant que producteur bio pour vos initiatives, votre engagement en faveur de la bio qui nous fait vraiment plaisir. Ça remonte le moral des producteurs bio. Une petite alerte pour connaître d'à peu près un des premiers PSE mis en place, le PSE Haut-de-Paris dans le sud de l'Île-de-France, qu'ils ont construit en cherchant une cohérence assez poussée en matière environnementale, protection de l'environnement, etc., etc. En fait, c'est un PSE qui leur coûte très très cher à mettre en place et à suivre et à contrôler et à financer, quoi. Donc super, mettez les PSE, on les attend, on en a besoin, c'est sûr, mais faut faire simple. Faut pas que 30% du budget alloué au PSE soit consommé par de l'administratif, quoi. Voilà. Après cette petite alerte, j'avais envie de poser une question à Madame Roussel, qu'elle nous dise quelques mots de plus sur le moratoire prosulfocarbe. Oui, alors je vous explique comment on en est venu là. En fait, on est sur des terres céréalières très proches de la zone urbaine. Et on avait commencé à avoir des alertes. Benoît Biteau en a parlé ce matin sur des cancers pédiatriques, sur des choses comme ça. En tout cas, beaucoup de questionnements de la part de la population, ce qui fait que il y a une dizaine d'années, on a mis en place des capteurs Atmo, c'est-à-dire des capteurs de la qualité de l'air, notamment dans les champs, mais ou dans une école, par exemple, au sein d'un village, donc au milieu de la cour d'école. On a eu une première alerte Atmo, donc tous les ans, on a un retour sur ce qui se passe dans l'air chez nous. En 2019, on a eu une alerte très forte. On a mis tout le monde autour de la table, les agriculteurs, etc., qui nous ont expliqué que c'était parce qu'il avait beaucoup plu cette année-là et que donc, qu'il n'avait pas plu cette année-là et que donc c'était compliqué. Bon. En 2021, on a eu une alerte, mais encore pire. Mais vraiment, là, ça a dépassé tous les plafonds, un truc vu nulle part ailleurs, sur le prosulfocarbe notamment. Et là, on nous a expliqué que c'était parce que justement, cette année-là, il avait plu. Donc, effectivement, je ne suis pas agricultrice, mais quand même, il y a un moment... Donc, on a décidé de porter le sujet plus loin et on a demandé au gouvernement, au ministre de cette époque-là, c'était donc il y a 3-4 ministres, un moratoire sur le prosulfocarbe. On a mis beaucoup de temps à ne serait-ce qu'avoir un accusé de réception de notre courrier, qui a semblé... bon, ça peut arriver, mais... Et en fait, on n'a jamais vraiment eu de réponse. On n'en a pas eu de réponse, mais on a eu... parce que ça se cumule, en fait. Du coup, ça se cumule aussi avec les pollutions qu'on a eues sur nos captages, dont je vous ai parlé, accidentelles ou chroniques. Ce qui fait qu'on a eu une délégation, quand même, de 3 ministères qui sont venus l'année dernière ou l'année d'avant, je regarde mon collègue, qui sont venus pour voir où on en était, ce qu'on voulait faire, ce qu'on leur demandait. Ils étaient très à l'écoute. Il y avait le ministère de l'Environnement, Agriculture, je ne sais plus. Et ils nous ont plutôt encouragés dans ce qu'on faisait, à faire un livre blanc voilà, sur la question des pesticides, etc. Mais c'est pareil, on n'a jamais eu d'autres retours que ça. Du coup, on continue. On signe des pétitions sur Egalim, on signe où on s'engage vraiment directement sur la mise en place de quelque chose dans le monde ou des choses comme ça. Mais je pense qu'il faut continuer. Hein. Mais on n'a pas nécessairement des retours. Voilà. On a des retours quand il y a des manifestations extrêmement violentes sur les méga-bassines. Mais est-ce que c'est ça qu'on veut, quoi ? Voilà, donc... on en est là. Oui, juste ici, bonjour. Bonjour, je m'appelle Oscar, je suis chef d'entreprise
Et lors de mon stage de fin d'études, j'ai eu la chance d'intégrer une rédaction qui préparait un documentaire sur les exploitations de la région dont je suis originaire, donc les Deux-Sèvres et la Charente-Maritime, et notamment des exploitations céréalières qui ont une utilisation massive en eau. Peut-être la question est un peu compliquée, mais est-ce que vous pourriez expliquer en quoi demain, dans une société où on va manquer d'eau, on le sait avec le réchauffement climatique, ce modèle d'agriculture notamment basé sur la céréale qu'on peut voir dans les Deux-Sèvres, vous habitez La Rochelle, donc vous avez mentionné justement cette région, doit absolument être remis en question. Puisque voilà, on voit que la quantité d'eau qu'on prend dans nos nappes phréatiques n'est pas du tout adaptée déjà à notre climat et à notre capacité justement à garder une quantité d'eau assez conséquente pour qu'elle soit de qualité, on va dire. Alors, en fait, non, je ne peux pas répondre à votre question parce que je ne suis pas agricultrice, je ne suis pas ingénieur agronome. Mais par contre, ce que je sais, c'est qu'entre deux cultures de céréales, entre deux manières de cultiver des céréales, il y a quand même une grosse différence, y compris sur l'utilisation de l'eau, la régénération du sol et donc la manière dont le sol va pouvoir servir d'éponge quand on a des trop gros abats pour pouvoir ressortir quand on n'a plus d'eau du tout. Donc, je pense qu'en fait, on ne peut pas réellement comparer. Je ne suis pas sûre qu'on puisse tirer un trait sur toute la culture céréalière. Peut-être que c'est pas ça qui... C'est pas que ça le problème. Je pense qu'il faut de la polyculture, par contre. Il faut un ensemble. Il ne faut pas être que sur du mono maïs ou du mono céréales, mais il n'y a pas que du maïs. Un agriculteur bio, et on en a dans le coin, qui va aussi mettre des arbres, aussi mettre de l'élevage, faire des sipans assez longs, et vraiment retravailler la terre, pour moi, c'est plus bénéfique que même un maraîcher qui ferait n'importe quoi. Donc, en fait, il ne faut pas être dans la caricature. Je pense que la céréale peut continuer à exister sur notre territoire. En plus, on a des terres qui sont plutôt adaptées à ça. Mais pas n'importe comment, en fait. Et puis surtout, en fait, la question, c'est qu'est-ce qu'on en fait de cette céréale aujourd'hui? On la cultive pour qu'elle soit exportée. Donc, on la cultive avec notre eau, qui est déjà rare, en polluant nos sols et notre eau pour qu'elle soit exportée ailleurs. C'est là où ça ne fonctionne pas. Ouais. Alors pour le côté agronomique, etc., je vous renvoie sur le site de la FNAM. On a un podcast qui s'appelle Cultiver l'avenir, où vous avez tout un tas de témoignages d'agriculteurs bio qui expliquent comment ils s'adaptent au quotidien au changement climatique et notamment à la tension sur la ressource en eau en déployant soit des nouvelles productions, soit de nouvelles variétés, soit de nouvelles stratégies agronomiques. Et donc il y a quand même pas mal de témoignages qui sont relayés sur nos sites internet. Et pour ce qui est de la valorisation des témoignages qu'on a entendus là, il faut connaître le site territoirebio.fr où en fait on s'efforce de valoriser toutes les bonnes pratiques de notre réseau des territoires biopilotes. Donc vous pourrez retrouver notamment les témoignages d'élus que vous avez là sur notre site aussi internet. Alors je ne sais pas exactement dans l'ordre, mais je sais qu'il y a M. Verdier qui attend la parole depuis un moment. Et puis après, je me permets juste de vous poser une question du chat en visio qui est tout à fait adapté au lieu où nous sommes. Quels freins juridiques avez-vous rencontrés dans la mise en place de politiques locales de transition agroécologique? Je pense que ça intéressera les sénateurs et sénatrices ici présents. Alors, qui veut répondre pour les freins Qu'est-ce qui freine vos dynamiques? On voit que vous avez de fortes dynamiques. Et qu'est-ce que vous citeriez comme freins principaux pour le déploiement de celles-ci? Je dirais les freins, c'est les oppositions des fois entre les politiques agricoles comme la politique européenne. Voilà, et ce qu'on veut développer des fois localement, parce que dans les changements de système, les paysans nous disent si ça change sans arrêt, on a du mal à aller vers quelque chose qui donne un cap à l'avenir. Et je ne suis pas sûr que la loi d'orientation agricole, telle qu'elle est discutée maintenant, donnera un cap d'avenir. Et je pense qu'il faudrait effectivement regarder comment ces politiques agricoles européenne, avec la politique nationale, avec ce qui est fait localement, puissent converger. Et je pense que c'est le principal frein aussi, parce qu'on est dans une économie planétaire, c'est vrai, mais on a d'abord à nourrir les habitants de notre pays. La Bretagne elle peut produire évidemment pour la région parisienne, voilà. Mais est-ce qu'on n'est que sur l'exportation?
Est-ce qu'on veut viser que ça, ça pose question, parce que on le dit souvent, rien qu'avec l'importation de tourteaux de soja, ben c'est pas mal de terres agricoles qui sont détruites des fois au Brésil, et pas seulement des terres agricoles, c'est de la forêt, quoi. Donc je pense qu'il faut repenser plus en termes de coopération entre pays, et malheureusement on n'est pas forcément dans cette vision-là au niveau planétaire. Monsieur Allais ou Monsieur Perrol? Ouais, moi, je veux bien pendant que Jean-Luc réfléchit. Il n'avait pas l'air prêt. Vas-y, Jean-Luc. Moi, il y a plusieurs... alors, les freins à Montsartou, on essaye toujours de les dépasser. Et quitte à être borderline, c'est pas un souci. Par contre, il y a des textes quand même et une évolution de la réglementation qui serait facilitatrice. Déjà, les collectivités font de l'alimentation de l'agriculture sans en avoir la compétence. Donc, reconnaître une compétence alimentation et agriculture aux collectivités, ça pourrait être intéressant, avec les moyens alloués qui permettent de mettre en place les politiques. Parce qu'effectivement, les finances publiques, les finances des collectivités sont de plus en plus en tension. On a bien vu que le gouvernement fait porter une partie de son déficit sur les collectivités, alors que nous avons des budgets équilibrés. S'endetter, quand on a les capacités de s'endetter, ce n'est pas vraiment un problème. Heureusement qu'on s'endette pour faire vivre l'économie française. Donc voilà, une compétence avec les moyens alloués et peut-être des moyens plus directs de l'Europe vers les collectivités, sans passer toujours par l'État ou les régions, qui complexifient énormément le système et qui finit par faire des usines à gaz où on passe notre temps à faire des dossiers pour finalement être recalé sur les demandes que l'on a faites. Et peut-être un dernier point important, on l'a évoqué ce matin, il me semble, c'est un nouveau cadre de la commande publique. Vous savez que France Urbaine, avec l'AMF, Montsartou est à l'origine aussi de ça, on travaille avec d'autres villes européennes. On demande un nouveau cadre de la commande publique pour pouvoir faire 50% de nos achats dans les marchés publics alimentaires avec des règles qu'on poserait nous-mêmes de concurrence et qui permettrait d'intégrer le territoire et qui permettrait d'ailleurs de répondre à la loi climat résilience qui prévoit que l'on s'approvisionne sur nos PAT pour la restauration collective, mais avec une réglementation qui ne le permet pas. Donc voilà, il y a sûrement du législatif à faire ou une adaptation différente de la réglementation européenne parce que l'Italie et le Danemark sont capables de mettre dans les marchés publics des achats locaux. Vous savez que l'Italie a cette habitude du kilomètre zéro dans leur approvisionnement. Et eux, ils font des achats publics pour Milan, entre autres. Milan, ce n'est pas un petit marché public, c'est 80 000 repas par jour. Et bien, ils achètent local, réglementairement. Donc, il y a vraiment à la fois soit un nouveau texte européen, soit une nouvelle adaptation du règlement européen à la France qui permettent d'acheter direct producteur sans contourner, parce qu'on sait tous contourner les marchés publics, mais c'est chronophage, c'est de l'ingénierie. Et voilà, il faudrait nous faciliter un peu la vie. Très bien, merci. Monsieur Allais, est-ce que vous souhaitez rajouter quelque chose? Juste rebondir un peu sur ce qui a été dit. C'est vrai que donner davantage de pouvoir, entre guillemets, de possibilités au territoire, ce qu'on appelle les autorités organisatrices de l'alimentation, qui a été repris, l'idée qui a été reprise dans le rapport du sénateur Marchand il y a 2 ou 3 ans, je ne sais plus, 3 ou 4 ans peut-être, qui était un rapport d'une très grande qualité, permettrait peut-être aux collectivités de s'investir davantage, à condition effectivement que si on nous donne la compétence que j'évoque, il faut aussi qu'on nous donne les moyens de pouvoir la mettre en œuvre. Et là, il y aurait peut-être moins d'incertitude du monde agricole et des consommateurs vis-à-vis de l'agriculture biologique. Peut-être nous permettre en tant que dirigeants de collectivités locales d'avoir une plus grande place dans les SAFER, les CDPNAF, tous ces endroits où en fait on n'a pas du tout nos entrées. C'est extrêmement complexe. En général, il y a un représentant de la collectivité qui est un ancien agriculteur. Donc du coup, c'est complètement obscur. Or, c'est nous qui nous retrouvons devant les citoyens après et à gérer tout le reste. Donc ça, je pense que on nous demande de la transparence. C'est tout à fait normal, mais il en faut des deux côtés. Et ça, c'est hyper important à mon avis. Juste peut-être parce qu'on peut faire
notre liste de marchés, je veux en rajouter une, parce que c'est toi qui me fait penser effectivement sur l'enjeu du foncier. Et surtout dans les régions comme dans les régions où le foncier est extrêmement cher, comme chez nous, les agriculteurs ne peuvent plus acheter du foncier pour s'installer. Donc le maire de Montsartou a eu une idée, c'est de créer un fonds public de rachat des terres agricoles, sur le modèle du fonds Barnier, qui rachète justement toutes les maisons qui sont maintenant atteintes de catastrophes naturelles. Il y en a beaucoup chez nous, la Vésubie, la Roya, Biot, etc. Pas mal de communes qui ont été sinistrées où toutes les maisons ont été rachetées pour être détruites. Et on pourrait faire un fonds pour racheter les terres agricoles qui serait géré par la collectivité publique. Alors, est-ce que c'est la commune, est-ce qu'un organisme public, peu importe, et qui serait financé avec un nouveau taux des droits de mutation, au moins sur les résidences secondaires ou sur les résidences qui atteignent un certain seuil de vente, parce que chez nous, les maisons à 2, 3, 4, 5, 10 millions, il y en a. Donc, ils peuvent payer des droits de mutation plus chers et permettrait de racheter ce foncier et de le mettre à disposition aux nouveaux porteurs de projets dans des régions où il faut reconquérir l'agriculture. Voilà, je vous lance un challenge. D'ici un an, c'est voté. Il y avait encore des questions devant. Moi, je laisse gérer. Bonjour à tous. Merci beaucoup en tous les cas pour vos interventions parce qu'elles sont vraiment hyper intéressantes. Merci pour votre engagement, notamment sur justement le territoire autour de La Rochelle. J'avais une question. Est-ce que vous avez la possibilité d'intervenir sur le territoire comme Bordeaux ou la Dordogne, parce qu'à un moment donné aussi, c'est super ce que vous faites, mais je pense qu'il faut vraiment étaler ça. En fait, vous êtes précurseur, en quelque sorte, c'est ça, si je comprends bien, enfin, en tous les cas, des avant-gardistes de la solution, justement, des propositions qui peuvent être justement données aux agriculteurs. Vous parliez de polyculture, c'est bien évidemment, je pense, ce sur quoi il faut tendre. Et effectivement, la prise en considération par justement les politiques publiques, en l'occurrence là les collectivités territoriales, justement de mettre en œuvre justement. Vous avez parlé d'une ferme justement rattachée à la collectivité territoriale, et je pense que c'est aussi la solution. Et effectivement aussi faire en sorte de rencontrer des agriculteurs sur le terrain et aussi des gens qui veulent s'investir sur des politiques territoriales comme la Dordogne, etc. Et je pense que c'est important aussi par rapport à ce qui se passe dans le Lot-et-Garonne ou en Dordogne, même si la coordination rurale est très forte sur place, je pense qu'il ne faut pas avoir peur d'aller parler à ces agriculteurs-là, parce qu'on ne leur fournit pas cette solution-là, que ce soit au niveau de la FNSEA ou que ce soit au niveau de la coordination rurale. Voilà. Et merci à la Confédération paysanne d'être présente là dans cette salle aujourd'hui. Merci. Deux, trois choses. Déjà, en Dordogne, il y a un super travail sur le bio dans les collèges, parce que presque tous les collèges sont 100% bio, ils le seront bientôt tous. Donc, il y a un travail engagé. Bordeaux est engagé aussi. Après, il y a sûrement, et c'est là où tout l'intérêt du territoire bio-engagé, c'est-à-dire que, territoire bio-pilote, pardon, mais engagé, c'est bien aussi. On a besoin en ce moment. Parce qu'en fait, il faut effectivement que les politiques publiques que l'on développe sur nos territoires se partagent le plus possible. C'est ce qu'on fait là, c'est ce qu'on a fait à Rennes dernièrement, justement, avec la FNAB, et on communique beaucoup entre nous, les élus, quand même, engagés aussi. L'idée est d'essaimer, c'est évident. Et quelque chose que pourrait faire le gouvernement, c'est faciliter cet essaimage, effectivement, s'appuyer sur la réussite des territoires, plutôt que de partir de trucs d'en haut qu'on n'arrive jamais à faire descendre. C'est faire du bottom-up, c'est regarder tout ce qui se passe de réussi sur les collectivités et essayer de le mutualiser, de le diffuser et d'aider à le mettre en œuvre. Vous avez raison, mais je pense qu'ici, tout le monde est convaincu.
il reste à convaincre nos dirigeants. Mais quand on sait qu'en ce moment, ils ne savent même pas ce qu'il y a dans leur budget. Par contre, ils s'intéressent à dégommer toutes les agences qui marchent bien. Il y a l'agence bio qui est là, mais l'OFB, l'ADEME qui a été très attaquée aussi. Et après, on a des ministres qui nous disent « Ah mais je ne savais pas que ça n'était plus dans le budget que j'ai fait voter. » Enfin bon, on marche un peu sur la tête. Oui, pour répondre à la question un petit peu des liens, bon, voilà, territoire biopilote, on a eu une rencontre il n'y a pas longtemps sur Rennes. Donc voilà, on discute entre collectivités. Nous, d'ailleurs, dans le programme Terre de Source, qui est un financement de l'État, hein, c'est un programme d'innovation d'avenir, hein, ce qu'on appelle France 2030 maintenant, on a cette partie aussi d'essaimage. Alors, ça ne veut pas dire qu'on fait du copier-coller. L'objectif, ce n'est pas ça. C'est regarder la réalité de chaque territoire, mais peut-être des solutions qui sont mises en œuvre peuvent permettre aussi d'avoir un label commun par rapport à la protection de l'eau et de l'air, hein, parce que j'ai oublié de préciser que nous, c'était aussi la protection de l'air qui est prise en compte par certaines EPCI. Donc, je pense que ce sont des choses qui sont possibles. Sur le monde agricole, je rappellerai quand même que les études récentes montrent que la majorité veulent justement aller vers un changement. C'est la question du prix aussi qui est à poser et de l'avenir, parce qu'on sait que la moitié des paysans vont partir en retraite dans les 10 ans qui viennent. Voilà. Oui, bonjour, Jean Verdier, président de l'agence Bio. C'était en complément d'autres choses qui ont été dites. Sur le foncier lié en régie aux communes, il y a beaucoup de communes au niveau européen. On connaît Munich, on connaît Rome. Rome qui historiquement a des centaines d'hectares et des centaines de bêtes, de bovins. Mais au-delà de ça, je vois près de chez moi, là, à Toulouse, la commune a hérité. Il y a eu une donation, elle a 200 hectares presque, qu'elle a mise en bio et ça lui permet de servir les cantines. Et après, bon, il y a la région parisienne qui contractualise au-delà de l'Île-de-France avec des agriculteurs bio et a mis en place toute une approche. Donc pour dire que ce soit en régie avec des salariés comme la FEGIL ou que ce soit mis à disposition d'agriculteurs pour s'installer, puisque le monde agricole quand même a aussi sa part à continuer à poursuivre la production agricole. Il y a toutes les solutions possibles par rapport à ça. Et pour revenir sur l'eau, puisqu'on a la chance d'avoir 3 spécialistes praticiens, je veux dire, de l'eau, moi je trouve qu'aujourd'hui, on doit donner une valeur économique qui est tout à fait chiffrable à l'eau. Moi, je ne donnerai que 2 exemples. La région parisienne, où le CEDIV, là, qui est présidé par Santini, a dit qu'il allait mettre 1 milliard, je dis bien 1 milliard, rien que pour s'équiper sur les nanotechnologies. Vous savez, une filtration très fine. Et le milliard ne comprend pas, bien sûr, les frais de fonctionnement, les frais d'entretien, la maintenance de tout cet équipement. Plus récemment, Beauvais a publié un chiffre. Ils ont 7 captages sur l'agglo de Beauvais. Et ils mettent 14 milliards pour s'équiper de la même façon, en nano. 14 milliards pour 7 captages. Donc, voilà, il y a 30 000 captages en France, même si tous ne relèvent pas, vous le disiez, en Bretagne, il y a beaucoup d'eau de surface. Chaque territoire est différent. Mais aujourd'hui, on a une valeur économique de l'eau potable, comparée à celle d'ailleurs en bouteille, qui aujourd'hui, on s'aperçoit qu'elle n'est vraiment pas parfaite avec les microparticules de plastique. Mais on a une valeur économique, je crois qu'il faut le faire émerger, le dire de plus en plus. Et après, c'est une question de la rémunération, mais il y a certainement moyen d'accompagner, de faire accompagner par ceux qui gèrent ces points de captage, qu'ils soient privés ou publics, de dire il y a une partie que vous pouvez mettre pour faciliter et accompagner la conversion ou la maintenance en agriculture biologique. Donc voilà, je voulais souligner le fait que autant la biodiversité, c'est pas palpable, aujourd'hui l'eau, c'est palpable à tous les niveaux, du porte-monnaie bien sûr de la collectivité, mais du porte-monnaie aussi du consommateur et de l'utilisateur. Merci. Oui, je voulais rappeler ce chiffre. Entre 1980 et 2022, on a 1700 captages d'eau potable qui ont été fermés sur, je crois, les à peu près 35 000 captages qu'on a en France. Donc ça montre bien les préoccupations. Il y a ce coût très élevé et parfois un abandon, une incapacité à répondre d'un point de vue technique aux problèmes qui se posent. Donc c'est vrai qu'il y a un enjeu fort sur les captages. Peut-être juste parce que j'avais oublié de répondre à la dame aussi là-dessus, et Jean l'a évoqué sur les fermes publiques. Effectivement, on voit, il peut y avoir des fermes en régie, comme à Toulouse, et comme on l'a fait nous, comme sont la majorité.
Mais on voit un nouveau mouvement, surtout de villes de la petite ceinture parisienne, comme Gennevilliers et Villejuif, qui en fait vont racheter des fermes. Et au moment où on voit où il y a une difficulté de beaucoup d'agriculteurs qui vont partir à la retraite, une difficulté de reprise des fermes, parce que tout le monde n'a pas les moyens, et puis peut-être que ce n'est pas une bonne chose que ça parte à l'agrandissement d'autres fermes, parce que c'est une course en avant, que des villes se posent la question de racheter des fermes pour approvisionner leur restauration collective en salariant des agriculteurs ou en faisant une SEM comme à Gennevilliers, où en fait ils collaborent avec un agriculteur qui aura son entreprise et qui produira pour la SEM. C'est un mouvement assez intéressant qui est sûrement à regarder et qu'on essaye de documenter justement dans le nouveau réseau des fermes publiques qu'on est en train de monter. Bonjour. Alors ma question finalement va plagier quelques-unes quelques-unes qui ont déjà été exprimées, mais d'abord merci pour toutes vos initiatives. C'est vraiment, ça fait du bien, même si on le sait, de les réentendre au même titre que les ordonnances vertes qui sont portées quand même à 82 reprises sur le territoire. Vraiment, il y a 82 projets, donc merci infiniment. Donc moi, je suis pas du tout présidente, n'importe quoi. Je suis directrice, pardon. Même pas, il est là en plus. Non. Pardon. Je suis directrice du GAB Île-de-France, mais c'est pas avec cette casquette que je voudrais vous poser une question. Je suis élue locale, donc j'ai les mêmes casquettes que vous tous, maire adjointe, vice-présidente d'agglo et blablabla, depuis bien trop longtemps, puisque je suis arrivée en France en 2004 et je suis élue depuis 2005. Et avant d'arriver au GAB en 2022, je savais pas tout ça. Et à un moment, je me dis, vous êtes sur des territoires où vous avez montré que vous pouviez le faire. Première question. 1, est-ce que vous arrivez à intervenir auprès des associations des maires de France ou de vos territoires propres avec des chiffres, non pas des jolies valeurs, ils s'en foutent. Je le sais, je suis élue, mais avec des chiffres en disant qu'on peut aller sur de la moindre dépense, voire de la recette. Et 2, est-ce que sur vos territoires qui avoisinent vos propres territoires, il y a duplication ? Je veux bien commencer à répondre. Alors, au niveau de je co-préside le groupe de travail alimentation et restauration scolaire de l'AMF. Donc j'essaye d'infuser ma vision. Après, voilà, c'est une grosse machine, l'AMF, et c'est pas toujours facile, mais j'essaye de le porter. Et on a fait ces 2 dernières années au Congrès, j'ai remis le thème de l'alimentation 2 fois, où on arrive à apporter des choses. Donc voilà, c'est un début. Après, Montsartou on a partagé avec plus de 800 collectivités en France, en Europe depuis 2018. C'est pas forcément avec les collectivités les plus proches de nous que c'est le plus facile, parce qu'il y a l'enjeu politique local, politicienne locale qui s'en mêle, et nous on est plutôt marginaux dans les Alpes-Maritimes. Je vous ferai pas de dessin, vous le connaissez, la carte électorale française. Donc, mais malgré tout, je veux dire, il y a 4 autres fermes publiques sur le département. Il y a 1 ou 2 villes qui travaillent bien. Il y a des villes qui nous dénigrent, qui disent que c'est pas vrai qu'on est 100%. Mais voilà, c'est ça. Mais c'est quand on fait passer la politique politicienne avant la vraie politique, ça. Mais ce qu'on peut voir, c'est que, en tout cas au niveau national européen, on arrive à échanger beaucoup. Et ça, c'est le plus important. Et peut-être que d'autres feront bouger nos voisins. Oui, alors je pense qu'à un moment donné, on ne regarde pas l'étiquette politique. On a des approches, on a eu des tribunes transpartisanes, voilà. Et je pense que c'est important de faire bouger. Sur terre de source, ben voilà, on a des collectivités qui n'ont pas la même approche politique, mais qui peuvent s'associer à un moment donné. Hein. Donc c'est peut-être plus difficile quand on arrive au Sénat ou à l'Assemblée, mais on arrive quand même à faire passer, comme Daniel en parlait ce matin, des lois qui sont votées à la majorité, à l'unanimité même. Donc je pense qu'il faut qu'on dépasse ces clivages-là, parce qu'à un moment donné, la question de l'avenir de l'agriculture, la question de l'eau, de la santé, de la biodiversité, élu local, on est touché, et les questions sont nationales. Donc il faut qu'on ait des approches transpartisanes là-dessus, et on arrive à en avoir, alors avec des débats des fois, mais c'est normal le débat, mais je pense qu'effectivement, localement, il faut quand même qu'on travaille à rapprocher les choses, même s'il y a des enjeux électoraux de temps en temps. Un tout petit truc. Alors, nous, le projet alimentaire de territoire, justement, il est fait à l'échelle de 4 PCI qui ne sont pas de la même tendance politique. Mais on voit que quand on décide
collectivement, de réfléchir à un sujet et de vraiment y mettre du sien, on arrive à trouver un accord, surtout quand on pose l'accord sur un bien-être, des questions économiques, voilà. Enfin, on arrive aussi, pour l'instant, avec les dernières élections, je ne sais pas comment ça va se passer, mais à garder la Chambre d'agriculture autour de la table. Et ça, c'est quelque chose auquel on tient, parce que sinon, on peut rester entre convaincus, mais on va se faire plaisir. Mais voilà. Franchement, parfois, ce qui est le plus difficile, c'est de garder autour de la table ceux avec qui on est le plus d'accord, en fait. Parce qu'ils voudraient qu'on aille beaucoup plus vite et beaucoup plus loin. Je suis d'accord avec eux. Et du coup, on se retrouve dans une forme de défiance. Et du coup, pour désamorcer cette bombe-là, on va mettre une énergie et un temps qui est en fait qu'on devrait consacrer à faire cette transformation. Et je pense que ce climat de défiance dont j'ai parlé, peut-être je parle trop, mais vraiment nous tue, quoi. Enfin, on n'avance pas, on n'arrive pas à avancer collectivement. Et si on ne fait pas les choses collectivement, mais c'est-à-dire en écoutant aussi ceux avec qui on n'est pas d'accord, et ben on n'avancera pas, en fait. Et ça va pas le faire. Alors, c'est très intéressant et je vous remercie tous parce qu'on doit malheureusement clôturer le micro. On doit clôturer, il est 15h30 et en tout cas, voilà, je tiens à remercier nos 4 intervenants, donc Michel Demolder, Jean-Luc Allais, Mathilde Roussel, Gilles Perrol, voilà, qui nous ont démontré que les territoires sont en mouvement, mais que c'est pas toujours évident, qu'elles représentent en fait l'intérêt général et que donc des rapports de force assez divers sur les territoires, avec lesquels il faut jouer au quotidien pour faire progresser tout le monde demain. Voilà, donc merci à tous les 4.